De vous faire un rappel sur l'offre ANFH en matière de qualité de vie au travail et conditions de vie au travail. Un focus sur le baromètre social, hein, qui sera l'élément central de cette présentation, de sorte à appréhender effectivement cet outil, d'en évoquer, et ce sera l'intervention de Monsieur Brigodio, qui est prestataire de Pragma et porteur de cet outil, hein, le baromètre social, de sorte à pouvoir témoigner de la manière dont ça se déroule. Et enfin, donc, on abordera les outils de communication et d'accompagnement que nous proposons à l'issue de ce webinaire pour les établissements qui souhaitent concrétiser une approche et l'utilisation effectivement de l'ensemble de cette offre. Vous êtes, pour la plupart des établissements, déjà engagés dans des démarches de QVT, ce n'est pas nouveau. Simplement, on rappelle savoir sur quoi s'est appuyée l'ANFH pour élaborer son offre. L'ANFH s'est appuyée donc sur les axes de la boussole QVT proposée par le guide de la Haute Autorité de Santé et l'ANAT. Donc, avec effectivement en fil conducteur, les 6 thématiques: égalité des chances, contenu du travail, santé au travail, employabilité, développement professionnel, performance et management, et relations de travail et climat social. Les 6 grands axes de la boussole ont été les éléments d'appui pour élaborer l'ensemble de l'offre qualité de vie au travail. Donc effectivement, une évolution, hein, dans l'approche de la qualité de vie au travail, puisqu'on parlera aujourd'hui de qualité de vie et des conditions de travail avec l'accord national interprofessionnel de décembre 2020. On intégrera donc les éléments d'environnement, de vie quotidienne et de conditions d'emploi dans les mesures qui pourront être faites sur la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, un rappel sur l'ensemble de l'approche et de la boîte à outils telle qu'elle est proposée par l'ANFH. Pour en savoir plus, puisqu'on ne va pas aborder l'ensemble du dispositif, vous avez tous les éléments d'information dans le dossier thématique QVT sur le site de l'ANFH. L'ensemble de l'offre, en présentation synthétique, vous avez un volet sensibilisation avec un espace ressources et puis un outil de digital learning sur une présentation de la QVT, hein, sur toutes ses composantes. Une phase d'exploration, et ça sera l'objet de la réunion avec le baromètre social. Et troisième volet, concernant tout l'accompagnement mis à disposition des établissements en termes de formation-action, de modules flash en distanciel et de webinaires qui vous permet aussi d'accompagner donc les cadres sur le management en lien avec la QVT. Alors, rapidement, sur l'accompagnement, vous avez donc des éléments qui interviennent sur le diagnostic du besoin avec une formation-action, des outils de sensibilisation, espace ressources digital learning, je l'ai dit, 5 modules flash en lien avec la boussole, un webinaire encadrant, donc je l'ai dit précédemment, et enfin un accompagnement conseil pour apporter un support d'aide à la définition, à la mise en œuvre et oui, à l'évaluation, je dirais, de certains éléments ou une partie de votre politique QVT, puisque le sujet n'est pas nouveau pour certains d'entre vous. C'est de voir à quel niveau, effectivement, vous souhaitez situer l'utilisation de cette offre, hein, par rapport à votre culture d'établissement et le projet que vous souhaitez engager.
dans l'établissement sur cette thématique. Donc, sur le volet exploration tel que je l'ai indiqué, donc qui concerne le baromètre social, il s'agit effectivement de faire un état des lieux de la perception des agents dans leur quotidien de travail, de pouvoir identifier les facteurs de risque et leviers d'amélioration dans le champ de la QVT, de pouvoir donc fixer des axes d'orientation de votre politique QVT qui soient adaptés effectivement donc euh, aux éléments de résultat obtenus sur un diagnostic et enfin donc de mettre en œuvre un plan d'action qui permette d'engager l'ensemble des éléments clés pour votre politique de QVT. Donc, il s'agit là, pour le baromètre social, d'une enquête anonyme qui est réalisée par un questionnaire via une plateforme administrée donc par un prestataire externe. Et là, je vais laisser la parole à Monsieur Brigaudio pour aborder le sujet central du baromètre social avec donc les éléments que vous voyez là, de façon à apporter donc tous les éléments d'explication et aussi les éléments de motivation à pouvoir engager donc une démarche avec l'outil baromètre social qui bien évidemment donc est proposé et gratuit pour les établissements qui souhaitent le mobiliser dans leur démarche. Chérie, je ne vous vois pas, mais je vous donne la parole. Merci beaucoup, Nathalie. Et avant de peut-être débuter cette partie du webinaire, on avait prévu de vous poser une question parce que vous êtes un certain nombre déjà à avoir une expérience de baromètre social, hein. Pour d'autres, ce sera peut-être une première. Et on avait une question, comme on dit dans notre jargon, un peu d'inclusion, qui serait la suivante. Ce temps consacré au sujet baromètre social, hein, proposé par la NFH, jusqu'à 11 heures, vous serez vraiment, mais vraiment utile si quoi? Et l'idée, c'est que vous puissiez répondre à cette question dans le chat. Ça nous permettra, dès maintenant, de prendre en considération un peu vos attentes, les questions avec lesquelles vous venez. Parce que c'est vrai que souvent, on s'inscrit à un webinaire parce qu'on a déjà un certain nombre d'éléments et des questions à partager. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et c'est Nathalie Richet qui me signalera si il y a des sujets qui sont importants à intégrer dans le propos que je vais vous partager. Je suis donc Thierry Brigaudio, un des associés du cabinet Pragma, qui intervient dans le monde, dans le secteur des enquêtes internes depuis 50 ans bientôt, puisqu'on fêtera nos 50 ans l'année prochaine. Nous sommes une très petite entreprise qui a été retenue en 2013 par la NFH, les NFH PACA et Languedoc-Roussillon pour réaliser le premier baromètre social mutualisé sur ces deux régions, qui s'est poursuivi en 2016 puis en 2019, avec l'idée initiale, et c'est ça que je voulais vous partager, hein, l'idée c'est que je vous partage ce que je sais et ce que j'ai expérimenté hein, dans votre domaine, hein, dans votre secteur, sur le baromètre social que j'ai pu vivre avec les ANFH. Et c'est un peu l'idée de mon propos, de vous partager des éléments d'histoire, des éléments concernant comment a été construit finalement cette plateforme et surtout son contenu, le questionnaire. Vous présenter aussi quelques éléments d'édition tels qu'ils ont été conçus et puis répondre à vos questions. Donc c'est vraiment vous partager cette expérience. Donc pour des éléments historiques, comme je viens de l'expliquer, 2013, 2016, 2019, ça a été donc 3 baromètres mutualisés avec des premiers retours qui nous ont été faits, et je pense que c'était l'intention de la NFH à l'époque, et ça l'est aujourd'hui encore, de pouvoir, grâce à la mutualisation d'un même outil au sein d'un secteur et entre établissements donc adhérents à la NFH, de pouvoir effectivement se situer, moi, établissement, par rapport à d'autres établissements de ma région, de mon territoire, à partir finalement d'un même dispositif. Euh, et d'expérience, donc les ANFH se lancent dans ce partage en termes de baromètres sociaux.
Nous avons eu la chance de participer à ce type de dispositif mutualisé pour l'hôtellerie et aussi dans la chimie, avec toujours cette idée de pouvoir être maître en fait de cette base de comparaison. Le deuxième élément qui a été pris en compte dès le départ de cette démarche et aujourd'hui qui est diffusé à l'ensemble des ANFH, c'est de pouvoir, au travers notamment des référents QVT, partager les bonnes pratiques en termes de pratiques de baromètre social, parce que c'est une pratique, chaque diffusion de baromètre social peut bénéficier d'une expérience d'un établissement en termes de, on le verra par la suite, de comment je mobilise, comment j'atteins des taux de participation qui sont raisonnables, etc. Donc c'était aussi cette idée de la mutualisation, de pouvoir entre vous partager ces bonnes pratiques. Et troisième élément qui a été euh, au cœur finalement de ce choix de mutualiser un baromètre social, euh, de mon point de vue, c'est de pouvoir, quand on atteint des très très grands nombres de répondants, puisque sur trois vagues, 2013, 2016, 2019, sur ces deux régions, Languedoc-Roussillon et PACA, nous avons atteint plus de 60 000 répondants, ce qui fait à peu près, pour information, 30% en moyenne de taux de participation. Et on pourra y revenir tout à l'heure sur une notion de taux de participation. Mais ça a permis finalement de lancer des analyses complémentaires qui, d'un point de vue statistique, nous permettent de modéliser, de comprendre en profondeur. Et pour quelques exemples, on a pu, par exemple, modéliser que souvent, on présente le secteur hospitalier comme étant finalement un corps social séparé ou séparant trois grandes catégories de personnes, les soignants, les médecins et les administratifs. Donc, c'est trois grands corps. Et en fait, quand on regarde sur de très, très grands nombres, plus de 60 000 répondants, on s'aperçoit, statistiquement en tout cas, que la première je dirais, critères permettant de voir les différences de perception. C'est pas tellement ces trois grands corps, hein, mais c'est avant tout les disciplines dans lesquelles je suis investi. Et donc, ça permet quand même de élargir, hein, de mon point de vue, la compréhension d'un secteur, d'une dynamique collective. Et donc, ça, c'est parce qu'il y a un grand nombre de répondants qu'on arrive finalement à avoir la capacité à rentrer dans une compréhension fine de ce type. Et puis depuis 2020, il a été décidé d'internaliser cette démarche de baromètre social au sein donc de la NFH pour en faire bénéficier l'ensemble du territoire. Et donc Pragma a été mobilisé pour construire le Q51, donc j'y reviendrai, mais qui est le questionnaire qui est disponible aujourd'hui principalement sur la plateforme. Ça a été aussi pour le NFH de choisir un éditeur, puisque Pragma n'est pas éditeur de logiciels, progiciels sur l'aspect enquête. Et donc, il a été retenu la société Soft Concept, qui est une société française basée à Lyon. Et pour information, nous, on travaille aussi avec eux parce que c'est un des acteurs les plus avancés sur le sujet de l'édition dans le domaine de l'enquête interne. Et il faut savoir notamment, par exemple, que leurs serveurs sont situés en France et à Lyon. Donc ça, c'est pour nous un critère aussi qui a été de choisir pour d'autres missions cet éditeur. Et Pragma reste en soutien pour transférer, comme on l'a fait depuis toujours, notre savoir-faire aux ANFH, aux référents QVT, avec notre intention qui est la pratique du baromètre social est à la fois simple et complexe. Et donc, l'idée, en tout cas, notre intention, c'est que cette pratique soit qu'on vous fasse partager un peu nos expériences, notamment en termes d'analyser un résultat de baromètre social, et j'y reviendrai juste après. Et puis, comment aussi restituer les résultats d'un baromètre social, qui, pour moi, est en fait le moment clé dans ce type de démarche. Pour poursuivre, Nathalie, c'était juste un élément complémentaire sur la slide précédente. C'est qu'est-ce qui fait que un baromètre social, de notre point de vue, est une réussite? Le premier élément, c'est bien entendu le taux de participation. Et le taux de participation devient vraiment intéressant quand on dépasse 30%.
Et pour information, tous secteurs confondus, puisqu'on fait une trentaine de missions d'enquête par an chez Pragma, on a en moyenne un taux de participation, tous secteurs confondus, de 70%. Donc, et à la NFH, en 2013, 2016, 2019, le taux moyen était de 30%, mais on avait quand même des très, très, très écarts, des très, très forts écarts, puisque certains établissements atteignaient à peine 10% et d'autres dépassaient les 50%. Et pour information, ce n'était pas une question de taille. C'était une question notamment qui est présentée en premier facteur de réussite, d'engagement finalement de l'encadrement dans la démarche. On a pu constater que quand on engage effectivement l'encadrement dans une démarche comme celle-ci, le taux de participation dépasse plus facilement les 30% que quand finalement il n'est pas investi de relayer, d'organiser les temps de travail pour que chacun puisse y répondre. Et on a pu voir aussi que là, il y a des pratiques intéressantes, hein, mais grâce à la mise en ligne d'un questionnaire, finalement, les agents peuvent aussi avoir plus de possibilités de répondre à ce type de questionnaire que par le passé, parce que 2013, 2016, 2019, pour information, c'est tout était papier. Le deuxième élément de facteur de réussite, c'est quand même la qualité du dialogue social dans un établissement. Plus le dialogue social est déjà fluide, plus on a pu observer que la démarche de baromètre social étant partagée, et c'est le cas hein, au travers de fait de la NFH, puisque c'est donc un organisme paritaire. Donc il y a vraiment ce dialogue déjà initialement euh, au sein de cette démarche, mais et si on retrouve cette qualité de dialogue au sein des établissements, c'est un facteur aussi de réussite. Autre élément et autre grand groupe de facteurs de réussite, c'est quand même la qualité des traitements statistiques, la qualité des analyses, et surtout, ce qui est souvent très, très fortement attendu, c'est décliner les résultats en plan d'action. Je dirais aujourd'hui que vous n'avez pas attendu, la plupart d'entre vous, un baromètre social pour avoir des plans d'action sur le sujet de la QVT. Donc, je reformulerai plutôt, c'est la capacité à regarder ces plans d'action au travers du baromètre social pour les ajuster. Et ça, j'y reviendrai. Mais ça, c'est un élément important. Et dernier point, c'est effectivement, c'est un projet. Donc, le respect des délais, le respect, la capacité de résoudre les incidents de manière rapide est un facteur de réussite. Voilà pour les grands éléments historiques, les grands éléments de mon point de vue d'intérêt et de bénéfice d'avoir un baromètre mutualisé. Et donc, je vais pouvoir poursuivre Nathalie sur des éléments précisant comment a été construit finalement le questionnaire qui est l'un des questionnaires qui vous est présenté dans la plateforme par la NFH. 2013, 2016, 2019, nous avons élaboré un questionnaire avec la NFH. Il a été validé par les instances et il tenait sur un A4 recto verso et il comprenait plus de 100 points de mesure. Et donc, il a été décidé pour le généraliser et proposer au niveau de l'ensemble des ANFH de réduire ce questionnaire sachant que ce questionnaire, initialement, on l'avait structuré à l'époque, hein, en 2013, sur les 6 familles thématiques déjà à l'époque définies par l'INRS, hein, en termes de RPS, puisqu'on était dans une dénomination différente du sujet qui était risques psychosociaux, qui est devenu et qui s'est élargi à la QVT. Mais en tout cas, c'est vraiment le fondement était de repartir sur ces thématiques INRS pour construire ce questionnaire en 2013. Et on y a adjoint dès le début 6 questions qui sont issues de la HAD, qui n'est pas l'hospitalisation à domicile, mais qui est le Hospital Anxiety Oui, Depression le Scale, mot est bien parti parce que comme j'ai et qui en oui, fait c'est ce que je est j'ai un... Nathalie, votre micro est ouvert, voilà. Et qui est en fait un outil qui est utilisé encore par des médecins du travail notamment, qui comprend une vingtaine de questions et qui permet finalement de diagnostiquer pour une personne, quand c'est administré en one-to-one, finalement le niveau d'anxiété et de dépression. Et on s'est inspiré de cette échelle pour introduire dès 2013 finalement un indice qu'on a nommé indice AD, anxio-dépression, qui a été donc construit sur l'extraction de 6 questions, 3 permettant d'évaluer l'anxiété et 3 permettant d'évaluer la dépression.
Et donc, fort finalement de ce questionnaire, qui a été validé aussi, et l'AD a été validé, et le questionnaire en global, sur différents niveaux. Le premier, c'est que dès 2016, dès la deuxième vague, en fait, l'Université d'Aix-Marseille, au travers d'une psychologue du travail, a publié des éléments autour de l'RPS-QVT fondés sur les données du baromètre social ANFH. Et l'autre élément, c'est qu'en 2019, nous avons à nouveau modélisé et réduit pour réduire le questionnaire, hein, puisque nous avons fait appel à un enseignant-chercheur spécialiste du deep learning et du big data pour nous dire finalement quelles étaient les questions qui seraient vraiment, vraiment importantes à retenir si on devait réduire le questionnaire. Et ben, en fait, on a pu valider à nouveau le fait que cet indice était statistiquement valable parce qu'il était finalement très très proche et congruent avec des niveaux de réponse sur notamment des facteurs de risque qui étaient en creux. Donc voilà pour le Q51, il a une histoire, il a été validé en tout cas euh, euh, on dit scientifiquement, c'est compliqué dans notre domaine des sciences humaines de parler de validation scientifique parce que ça dépend des scientifiques qui y travaillent. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs modalités pour le valider. J'en ai évoqué deux. Je pourrais évoquer le troisième, c'est que on a quand même participé au démarrage, aux restitutions auprès des établissements des résultats. Et très honnêtement, on n'a pas eu de surprise ou de écart quand on comparait ce qu'on avait dans les résultats de l'enquête et ce qui était finalement après échange observé sur le terrain. En croisant aussi, ça a été le cas avec des médecins du travail notamment, l'estimation de personnes en difficulté par rapport au nombre de dossiers qui avaient été identifiés, c'était très, 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 très fiable en fait comme évaluation. Donc voilà pour le questionnaire. Donc c'est un questionnaire Q51, il y a 51 questions. Et pour information, si on demandait à notre statisticien à partir de 51 questions, il pourrait nous reconstruire, hein, statistiquement, j'entends bien, et ce sera pas, on ne fera pas finalement les questions, les réponses aux autres questions pour chaque répondant. Donc c'est vraiment une modélisation assez pointue qui a été proposée et qui a été au cœur de cette élaboration de questionnaire. Pour poursuivre, Nathalie, c'est en quelques mots vous dire de notre point de vue et de mon point de vue, euh, quand un baromètre social est vraiment dans une pratique vertueuse, qu'est-ce que finalement on peut observer? Le premier élément que j'avais envie de partager avec vous, c'est cette notion de pilotage, puisque on est vraiment chez Pragma issu de cette intention-là, c'est d'offrir finalement aux dirigeants, aux managers, des éléments pour finalement rester connectés au corps social au travers du baromètre social. Donc, notre point de vue, c'est que à partir du quiz 51, à partir de ces résultats-là, vous allez chacun et chaque établissement va pouvoir finalement vérifier s'il y a des écarts entre la perception qui vous est donnée par les agents et votre propre perception. Et ça, pour en faire un peu de planeur, piloter, c'est que ça consiste quand même à confronter ces perceptions qu'on peut avoir de son environnement, de savoir si son avion descend ou remonte, avec des indicateurs. Et donc, c'est vraiment cette confrontation entre la perception que chacun peut avoir de la situation et la perception finalement qui est redonnée par le baromètre social, qui est fait une agrégation de l'ensemble des perceptions et qui donne finalement le climat social d'un établissement. Et ça vous permet finalement, un, d'ajuster les perceptions et donc parfois les croyances, deux, d'ajuster aussi les plans d'action. C'est-à-dire qu'en fonction des réponses, vous allez pouvoir dire, tiens, effectivement, on a eu une action qui a eu des effets bénéfiques, donc continuons à le faire. Euh, on peut aussi observer que des priorités sont peut-être différentes au vu des résultats. Donc, on est vraiment dans une vocation, une contribution au niveau du pilotage. La deuxième contribution vertueuse pour nous, c'est la compréhension, et j'en ai déjà dit un certain mot. Euh, Parce que l'enquête et les résultats de l'enquête peuvent effectivement amener une compréhension en termes de dynamique dans un établissement, une compréhension de ce qui est vraiment, vraiment important pour les agents, une compréhension aussi de finalement qu'il y a des sujets qui comptent plus que d'autres.
Et donc ça, c'est la notion de compréhension qui, pour moi, qui est importante et vertueuse. Le troisième élément, et je l'ai déjà un peu évoqué, un baromètre social n'est pas simplement un élément de mesure, c'est surtout et avant tout un temps de dialogue entre finalement les différentes parties prenantes autour des résultats. Et donc les pratiques vertueuses de baromètre social, telles que j'ai pu le concevoir et l'observer, sont vraiment, vraiment intéressantes à partir du moment où on échange autour des résultats. Donc ça, c'est vraiment une invitation, et c'est pas toujours simple, j'en conviens, mais d'organiser vraiment des temps d'échange autour des résultats avec le plus grand nombre des participants. Et quand on regarde dans le temps les organisations qui ont pu échanger les résultats avec le plus grand nombre, mais vraiment lors de temps collectif, on s'aperçoit que le taux de participation reste stable, voire augmente. Ceux et celles, les organisations qui n'ont pas fait ce temps de dialogue et d'échange, en fait, petit à petit, le taux de participation réduit parce que moi, en tant que répondant, j'ai souvent pas accès, ou quand je n'ai pas accès aux résultats, quand je peux pas me situer par rapport aux autres dans mes réponses, bah, finalement, je n'y vois plus d'intérêt à mon niveau. Et dernier point, c'est la communication. C'est vraiment un temps de communication parce que dès la diffusion d'un questionnaire à l'ensemble des participants, ce qui est différent d'un sondage, hein, puisqu'un sondage, on procède par panel, là, l'idée, c'est quand même de consulter et de donner la possibilité à l'ensemble des agents d'y répondre. Donc, vous envoyez finalement un élément de communication déjà en faisant ça. Vous envoyez aussi des éléments de communication autour de les enseignements que vous allez pouvoir tirer des résultats. Et vous êtes aussi dans un acte de communication si finalement vous organisez des temps d'échange autour des résultats. Voilà, en tout cas, de mon point de vue, des éléments qu'on peut vraiment retrouver dans des pratiques de baromètre social quand on arrive, et c'est pas, ça reste un projet hein, avec une complexité d'acteurs, et j'y reviendrai. Voilà, c'est en tout cas ce qui est observable quand ça devient un élément vertueux. Pour terminer cette séquence, je vous partage finalement, j'ai évoqué à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un projet, étant ingénieur de formation et en gestion de projet notamment par le passé. Donc les principales phases d'un projet comme celui-ci, c'est quand même un temps de préparation avec un enjeu principal, c'est d'organiser les modalités pour que la plupart d'entre des agents puissent finalement participer, et c'est de leur donner aussi envie. Donc là, c'est pour moi un enjeu de la préparation, c'est de se donner cette envie-là de participer. Et ça revient effectivement à de la communication institutionnelle, mais aussi via le canal de l'encadrement, bah, expliquer à quoi ça va servir. Le deuxième temps et la deuxième phase, c'est vraiment l'administration, le traitement et l'édition. Et là, très honnêtement, c'est une innovation qui vous est proposée de mon point de vue, parce que, on n'est plus en papier et on est en numérique, donc c'est quand même beaucoup plus simple, même si ça pose encore des questions de logistique dans certains cas, hein, tout le monde n'ayant pas, et j'y reviendrai, une adresse mail, mais il est possible dans la plateforme de mémoire d'éditer des codes qui peuvent être distribués et ça permet à chacun d'y participer. Donc là, il y a vraiment une plateforme qui vous simplifie, de mon point de vue, ce temps d'administration de manière très puissante, qui vous simplifie aussi le temps du traitement, puisqu'il y a des traitements qui vous sont proposés en automatique et qui vous propose aussi, on y reviendra après, une plateforme qui vous propose une édition qui, pour moi, est quand même d'une qualité suffisante pour pouvoir la prendre tout au parti pour les temps de restitution, qui est donc la troisième phase. La troisième phase, c'est vraiment un temps de restitution. Et j'y mets l'analyse, parce que de mon point de vue, une analyse est terminée à partir du moment où j'ai restitué, en fait. Tout n'étant pas dans le questionnaire, tout n'étant pas dans une enquête, c'est bien le temps d'échange qui va permettre d'être très fin dans l'analyse des résultats. C'est le temps d'échange qui va permettre d'explorer finalement des hypothèses qu'on a pu voir et faire au moment d'une analyse en chambre avec finalement les agents. Et ça a été de l'expérience, en tout cas moi j'ai appris depuis que je suis chez Pragma, que ce temps d'échange est finalement le temps qui permet d'aller vraiment en profondeur dans l'analyse. Voilà pour quelques éléments sur la démarche. Et on s'est donné un premier temps, hein, Nathalie, avant de passer à la salle suivante, d'échange, hein, de réponses aux questions s'il y en avait déjà. Merci beaucoup Thierry. Alors, il y avait quelques questions qui étaient d'ordre
plutôt sur le contenu du questionnaire et la cible. On a eu des questions notamment à savoir est-ce qu'il existait un baromètre pour les médecins. Et une deuxième question qui était, vous avez évoqué les 6 questions spécifiques qui permettaient de calculer l'indicateur de l'état anxio-dépressif dans lequel se perçoivent les agents. Et donc, de ce fait-là, il y a une question qui était soulevée sur le fait, est-ce que ce questionnaire porte uniquement sur un indicateur, les indicateurs HAD de mal-être, ou est-ce qu'il, de manière générale, le baromètre est aussi ouvert à d'autres indicateurs de bien-être? Alors, par rapport à la première question, le choix a été fait initialement d'adresser un questionnaire à l'ensemble des établissements. Donc, il est aussi valable autant dans un centre hospitalier que dans des EHPAD, que dans des instituts. Donc, ça, c'était un point important. Le deuxième élément la question, et donc on a souhaité aussi qu'il puisse être valable sur l'ensemble des catégories de professionnels médicaux et professionnels non médicaux. D'expérience, on a des répondants médecins qui ont participé et qui ont pu répondre au questionnaire. Et donc là, très honnêtement, le taux de participation des médecins est moindre parce que c'est un peu plus difficile de les atteindre. Dans certains établissements, notamment les CHU, ils ont parfois 2 boîtes mail, alors on ne sait pas, bref, comment les atteindre. Mais donc, il est valable pour les médecins. Et ça n'empêche pas qu'effectivement, il y ait, pour chaque catégorie de professionnels, un potentiel d'en savoir plus au travers de questionnaires spécifiques. Mais ce n'était pas l'idée initiale de séparer, mais c'est plutôt l'idée étant d'avoir une vue globale, toute catégorie de professionnels confondus. Sur la deuxième question, effectivement, il y a un indice, mais vous trouverez des indicateurs thématiques, et je reviendrai après dans la présentation des résultats, qui permettent effectivement, grâce à l'échelle de réponse, de voir qu'est-ce qui fait ressource, qu'est-ce qui est bien orienté, et j'y reviendrai. Un des écueils, effectivement, du baromètre social, c'est de retourner un peu dans les écoles du second degré en France où on ne regarde que les mauvaises notes et on passe toutes les soirées en famille sur la mauvaise note. Là, c'est quand même une invitation aussi à apprécier aussi ce qui fait ressource et donc ce qui est source de bien-être. Troisième élément de réponse, Nathalie, si c'est encore possible, il y a un guide d'aide à l'analyse que nous avons coécrit avec la NFA, qui est disponible sur la plateforme, qui sera disponible, qui vous sera distribué, qui explicite bien finalement les facteurs qui ont été, grâce à ce questionnaire, considérés comme des facteurs protecteurs ou des facteurs de risque. Par exemple, le facteur j'aime mon métier croisé avec le sentiment du travail bien fait, c'est un facteur qui a été documenté par le CNAM, le fameux travail empêché. On est en mesure de l'observer dans vos résultats établissement par établissement. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que certains veulent intervenir en posant une question à l'oral? Parce que je n'ai pas forcément d'autres questions à l'écrit. Ah, une question de monsieur ou madame, parce que là, du coup, j'ai Frédéric Bride. Je vous laisse la parole. N'oubliez pas d'activer le micro. Alors, pour l'instant, on ne vous entend pas. Ah, là, on vous entend. Alors, est-ce que vous pouvez... Son votre micro ne micro fonctionne ne pas. fonctionne pas. D'accord. On vous a entendu de loin, mais sinon, vous pouvez aussi poser votre question par écrit et on la relaie.
Ce que je vous propose, à la rigueur, c'est n'hésitez pas à formuler votre question dans le chat. On pourra y revenir dans un second temps pour pas perdre le fil de la présentation. Je vous laisse poursuivre, Monsieur Brigodeau, sur l'analyse des résultats. Oui, ce qui est donc proposé dans la plateforme, Nathalie, on peut basculer à la slide suivante. Voilà. Là, c'est donc vous présenter un peu comment qu'est-ce qui est proposé en restitution. La première restitution, et pour moi, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau dans les baromètres sociaux, euh, c'est que pour chaque répondant, une fois qu'il aura validé sa réponse en ligne, lui sera proposé un feedback, un retour sur finalement la moyenne des réponses, des niveaux de réponse, sachant que c'est un questionnaire où la plupart des échelles, hein, l'échelle proposée, c'est une échelle à 5 points. Oui, tout à fait, plutôt oui, plutôt non, non pas du tout et sans opinion. Et donc, l'idée étant déjà de donner un résultat à chacun des répondants. Et ça ouvre une piste qui pourra être euh, qui pourra évoluer dans le temps, mais qui est vraiment de qu'est-ce qu'on peut déjà offrir à quelqu'un qui s'est donné du temps pour répondre à un questionnaire qui est utile pour l'ensemble d'un établissement, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir? Donc, on est parti sur cette idée-là dans un premier temps. Mais pour moi, ça ouvre la voie dans le futur sur qu'est-ce qu'on peut offrir effectivement à chaque répondant au moment où il a fini de répondre. Les retours déjà qu'on a pu avoir de cet élément flash, c'est que les répondants, parfois, sont surpris de la moyenne de leurs réponses. Certains nous ont témoigné, je pensais avoir été beaucoup moins positif que ça. Donc, c'est déjà quelque chose d'intéressant, en tout cas dans cette proposition de restitution instantanée. Ensuite, Nathalie, on a effectivement d'autres restitutions qui sont donc les restitutions une fois que l'enquête est clôturée. Euh, Vous avez un rapport qui vous est proposé de manière automatique. Et on va y revenir dans le détail, mais donc il y aura trois parties. Une partie synthèse générale, dont on voit un premier élément au milieu de la slide à droite. Une partie, vous aurez tous les résultats pour l'ensemble de l'établissement, question par question. Et ça, c'est le dernier graphique qu'on voit un peu en bas, où on retrouve l'échelle à 5 points et un tableau de synthèse qui vous sera présenté juste après, qui permet effectivement d'avoir un tri croisé, en fait, puisque c'est les réponses à chacune des questions pour chacun des segments de plus de 10 répondants. Et donc ça, c'est le critère qui a été retenu et qui est retenu dans notre métier, normalement, c'est qu'aucun résultat n'est édité pour des segments de moins de 10 répondants. Donc, c'est pour ça que pour certains petits établissements, vous n'aurez pas de réponse ou de résultat sur certains segments, puisqu'ils ne recueilleront pas plus de 10 répondants. Et donc ça permet effectivement d'assurer l'anonymat des réponses et la confidentialité. On va pouvoir le voir juste un peu plus dans le détail après. Nathalie, puisque voilà, ça c'est une des premières planches de synthèse que je vais vous commenter. Vous retrouvez à ce niveau-là, bon, à titre d'information, et c'est intéressant quand nous on l'a fait plusieurs fois chez Pragma, de voir comment peut impacter une relance auprès d'une population consultée sur un baromètre social. Donc on s'aperçoit qu'effectivement là, il y a eu plusieurs relances. J'en ouvre là un chapitre, c'est que on recommande de ne pas trop relancer un corps social. Pour nous, trois relances plus une relance quelques heures avant la clôture est largement suffisant, sachant que ça, c'est des relances institutionnelles. On a pu observer que quand trop de relances étaient faites, c'était contre-productif par rapport à la démarche elle-même. Donc là, il y a aussi des éléments qui sont disponibles, je crois, dans le guide, sur des éléments de cette nature-là, sur la préparation, la relance, l'animation d'un baromètre social. Deuxième élément, c'est donc tout ce qu'on appelle profil de participants. Et vous avez donc là, vous aurez le nombre de participants qui ont été retenus qui ont répondu à l'enquête.
Donc là, on a 17 000 collaborateurs. À ce stade, l'information du nombre de personnes que vous avez consultées n'étant pas disponible, on ne pourra pas vous calculer, ou je crois qu'il n'est pas calculable, le taux de participation. Donc ça, c'est quelque chose que vous aurez à faire par vous-même. Parce que l'information n'existe pas dans la plateforme. Elle n'est pas saisie. Mais ça, c'est une évolution qui sera possible ultérieurement. Et vous avez donc pour chacun des renseignements dits signalétiques, que ce soit le genre, le niveau d'encadrement, est-ce que j'encadre une équipe ou pas, tous les éléments de département filière qui sont standards et proposés par la NFH, et ce qui permet au niveau d'une région, d'un territoire, de faire ensuite des rapports complémentaires, donnant à voir finalement qu'est-ce qui est dit quand on prend l'ensemble de ces départements au niveau d'un territoire, et ce qui vous permettra de voir par rapport aux résultats de votre établissement, comment vous vous situez par rapport au niveau d'une région ou d'un territoire. Vous retrouvez finalement la répartition de l'ancienneté. C'est vous qu'à dire d'experts pour dire bah, finalement il y a une surreprésentation de telle classe d'ancienneté ou une sous-représentation. Et donc ça vous permet déjà là d'analyser plusieurs choses, le taux de participation de global et par différents segments. Et c'est bien à dire d'experts, c'est vous qui avez l'information de pouvoir dire eh ben, c'est finalement la participation est plutôt plus élevée dans un endroit ou ou sous-représentée dans un autre. J'en profite aussi pour dire que chez Pragma, et on partage ça avec la NFH, par le passé, nous n'avons jamais corrigé les données. Certains de nos confrères, en fonction de la participation et de la représentativité d'un segment, s'autorisent à corriger les données d'une enquête d'un point de vue statistique. De notre point de vue, et historiquement, nous ne l'avons jamais fait. En revanche, c'est typiquement en regardant cette planche-là que vous allez pouvoir savoir qu'il y a une surreprésentation, par exemple, d'un accord. Donc, vous en tiendrez compte, mais vous aurez de toute façon les résultats tels qu'ils ont été donnés par les répondants. Donc là, c'est un choix qu'on a partagé avec la NFH et qui a été retenu de ne pas corriger les données, mais de présenter vraiment tel quel ce qui a été répondu. Donc ça, c'est la première planche de synthèse générale, Nathalie. Et si on peut passer à la deuxième, elle est tout aussi importante parce qu'en un seul coup d'œil, vous avez euh, trois grandes informations. La première, qui est en haut à gauche, c'est la répartition finalement des réponses sur l'échelle euh, en termes de moyenne. Et donc, c'est une moyenne. Donc, elle cache souvent des grandes dispersions, mais c'est la moyenne, hein. Souvenons-nous, la moyenne, c'est quand on a les pieds dans le congélateur et la tête dans le four, il fait quand même 20 degrés en moyenne. Donc, c'est ça la moyenne. Donc, mais c'est important, pourquoi? Parce que ça, vous le retrouvez dans le guide d'analyse. Chez Pragma, on propose que vous analysiez les résultats question par question en fonction de votre moyenne. Et donc, c'est une analyse relative à la moyenne. Donc, c'est pour ça qu'on a positionné dès la synthèse générale cette moyenne pour que vous puissiez finalement l'utiliser dans votre analyse de manière simplifiée et simpliste et simple. Donc, la moyenne, elle vous donne aussi une tendance. Pour information, quand on dépasse en moyenne le cumul très positif de 70%, c'est déjà un super résultat. Pour revenir ensuite sur la partie droite, vous avez les indicateurs thématiques qui sont la moyenne d'un certain nombre de questions portant sur l'exercice du métier, l'organisation du travail, le fonctionnement de l'animation au sein des équipes. Donc, il y a un certain nombre de thèmes. Et là, ça vous donne une moyenne. Donc là, typiquement, sur ces résultats-là, on s'aperçoit qu'il y a un résultat qui est vraiment très, très bien orienté, c'est les relations avec les personnes prises en charge dans l'établissement qui recueille 83% de réponses en moyenne. Donc là, ça donne une indication comme quoi cet élément-là est très bien orienté et ça invite du coup à regarder les résultats question par question pour pouvoir effectivement comprendre ce qui se cache derrière cette moyenne. En revanche, on s'aperçoit qu'avec un indice ou une moyenne à 48% de réponses favorables, l'organisation du travail est un thème en creux qui nécessite là encore d'aller voir en détail. Dernier élément de synthèse, c'est donc le score AD. Donc là, il est de 8,1% et vous retrouverez dans le guide ANFH, il a été documenté que cet indice AD, s'il est supérieur à 6%, puisqu'il s'agit d'un dénombrement, hein, donc c'est un dénombrement de personnes qui ont la probabilité d'être en anxiété ou en dépression en fonction de leur niveau de réponse. On n'est pas sur une moyenne, on est sur un dénombrement de personnes. Si ce dénombrement de personnes dépasse 6%, il y a vraiment une alerte à donner
soit au niveau de l'établissement, ce qui serait le cas là, soit on le reverra plus tard par segment, puisque vous aurez cet indice par segment. Ces deux planches ont aussi pour vocation, on sait par expérience, pour l'avoir vécu, que quand on est effectivement dans des niveaux de gouvernance d'établissement, on n'a pas tellement le temps finalement d'aller dans le détail des résultats. Donc c'est aussi là d'avoir finalement en un seul coup d'œil des éléments qui permettent de savoir finalement quelles sont les grandes tendances des résultats d'un baromètre social pour un établissement. Et on y associe du coup Est-ce que vous m'entendez déjà. maintenant? Oui, Apparemment, oui, vous Oui, êtes arrêté. oui, on vous Donc, entend. merci. Je suis désolée, je suis avec l'informatique, on vient juste de faire un test. Merci. OK. Désolée. On vous donnera donc, la parole après. et donc ça, c'est Non, les non, mais deux c'est bon, synthèses. c'était le test. C'était les deux synthèses générales. On poursuit, Nathalie, sur un contenu. Donc ça, c'est la deuxième partie qui vous donne à voir. Et pour moi, la qualité est suffisante pour pouvoir partager les résultats au niveau, au sein de l'établissement. C'est donc pour question par question, organisé par thématique. Vous pouvez voir qu'effectivement, il y a un code couleur qui donne effectivement le oui tout à fait, le plutôt oui, le plutôt non, le non pas du tout. Et là, c'est intéressant parce que c'est la seule des questions, une des seules des questions, je reçois des ordres contradictoires qui est formulée négativement. Donc, c'est pour ça que l'échelle est d'une couleur différente de celle qui est proposée au-dessus, où le oui tout à fait est en vert, le plutôt oui est en jaune, etc., etc. Donc là, ça permet finalement de commenter, de raconter une histoire, parce qu'il s'agit ça, hein, qu'est-ce que nous racontent finalement les résultats d'une enquête. Et ce qui est important d'un point de vue qui différencie là encore l'enquête interne avec le sondage, c'est que vous voyez que vous avez le sens d'opinion qui est donné comme une information. Et ça, pour moi, ça a été à plusieurs reprises très précieux, parce que quand vous avez des réponses à des questions portant notamment sur l'encadrement où il y a du sens d'opinion, ça peut dire beaucoup de choses. Les premières hypothèses, effectivement, il peut y avoir de l'omerta, c'est-à-dire que j'ai pas confiance pour répondre à ces questions sur l'encadrement. Deuxième hypothèse qu'on a pu rencontrer et valider, c'est l'organisation est tellement compliquée que je ne sais pas qui est mon chef. Donc, je ne sais pas y répondre à ces questions. Donc, oui, le sens d'opinion a de la valeur dans l'enquête interne, ce qui n'est pas le cas quand on nous donne les résultats d'un sondage d'opinion au niveau France, quant à la question les Français veulent réformer le bac, on ne sait pas combien de Français considèrent que ce n'est pas un vrai sujet. Donc, cette information est super importante dans l'analyse, le sens opinion. Donc ça, ce sera toute la deuxième partie et vous aurez donc pour l'établissement les résultats question par question. Et la troisième partie, Nathalie, qui est proposée, c'est les tris croisés, c'est-à-dire que vous retrouvez l'ensemble des questions avec le niveau de réponse du sous-total oui, c'est-à-dire le oui tout à fait et le plutôt oui. Par exemple, là, les répondants du genre féminin ont répondu à 96% j'aime mon métier. Et cet effectif, donc ce segment représente 55 répondants. Il obtient un score de 3,6% d'AD, donc il n'y a pas d'alerte. Et il a une réponse moyenne de 76% au niveau de l'ensemble des réponses. Et la coloration vous permet de voir que le niveau de réponse, quand il est coloré en rouge, eh ben, on est sur un écart en creux par rapport à la moyenne. Et quand il est en vert, on est sur un écart en plus par rapport à la moyenne. Donc, ça vous permet en un seul coup d'œil d'analyser finalement là où il y a des segments, par segment finalement, le profil des réponses d'un segment et de voir ce qui peut le distinguer du global. Donc ça, c'est voilà, la troisième partie du rapport, elle est proposée en automatique, hein. Tout ça, c'est automatique dans la plateforme. Donc, une fois que vous avez clôturé l'enquête, vous aurez ces éléments de rapport. Voilà pour ce qui est des éditions. Et on poursuit sur des éléments complémentaires où on peut s'arrêter là s'il y a des questions peut-être. Oui, Hein. peut-être s'arrêter, parce qu'il y avait une question qui était intéressante. J'ai essayé d'y répondre, dans le chat, mais ce serait enfin ça risquerait d'être un peu long. Ça concerne notamment, quelques conseils en termes de stratégie de diffusion de l'enquête, pour essayer vous l'avez déjà un peu évoqué lors de votre présentation, pour essayer de récolter un taux de participation important. Quels sont les différents facteurs de réussite et quelle est la communication à mettre en place en interne au sein des établissements? Quelques conseils?
La réponse est tellement, ça dépend Ouais. tellement de facteurs en fait, de la dimension de l'établissement, de son histoire aussi. Moi, j'aime bien débuter une opération baromètre en posant la question à une organisation. Racontez-moi un moment où vous avez su mobiliser le plus grand nombre de vos agents sur un sujet qui concernait tout le monde. Et ça donne déjà des clés pour pouvoir organiser un baromètre social parce qu'il s'agit de ça en fait. Il s'agit d'un événement qui concerne tout l'établissement, donc tous les agents, dans un temps donné, avec l'idée de contribuer à quelque chose qui vous appartiendra à tous. Puisque plus vous serez nombreux, plus les résultats seront, je dirais, auront une valeur de référence. Donc, c'est ça ma première réponse, en fait. Après, il y a peut-être un élément qui est enfin une enquête de type baromètre social, il est recommandé que l'enquête soit conduite en accord avec les différentes instances, de l'établissement. Donc, il y a un temps, de présentation au sein des différentes instances, représentatives du personnel avant de lancer l'enquête pour, obtenir un accord, du plus grand nombre aussi Hum, et un hum, principe de hum. lancement, partagé. Et puis après on le verra après, dans les stratégies de communication, on vous aide aussi, enfin l'outil ANFH vous aide à lancer la démarche. Vous avez la possibilité de faire des relances, auprès de l'ensemble des agents, de l'établissement. Donc ça, c'est d'un point de vue technique, on vous aide aussi, dans tout ce qui est organisation des relances en interne qui peuvent permettre et on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, qui peuvent permettre à nouveau d'avoir des réponses du personnel. On l'avait vu sur une des slides où on voit, le délai de lancement de l'enquête, où on voit là, il y a un pic de réponses et puis après ça s'atténue un peu, puis après là, il y a la relance et là ça remonte et ça donc on voit que les relances, sont un des facteurs aussi, importants pour obtenir un taux de participation important et puis vous l'aviez dit tout à l'heure aussi, c'est l'implication des encadrants. Oui, Il faut parce que aussi qu'ils soient complètement c'est ça. mobilisés. Mmh. Mmh. C'est sur le temps de travail, hein, en fait, et ça, c'est important. Les taux les plus en creux que j'ai eus, c'était caricatural, hein, mais c'était, on mettait à l'époque, les questionnaires, autour de la machine à café et on disait: «Bah, voilà, c'est là, répondez», quoi. Là, ça Mmh. envoie un signal comme quoi c'est pas un sujet, en fait, pour l'institution. Après, il y a peut-être un autre point, c'est que là, on est sur une enquête dématérialisée. Donc, pour ceux qui seraient, alors, elle est du coup disponible sur smartphone et on a quand même une grosse majorité des personnes maintenant qui disposent d'un smartphone. Mais néanmoins, s'il y en a qui sont pas très à l'aise avec l'utilisation de l'outil, il y a peut-être des choses à organiser en interne pour avoir un PC sur lequel on met en accès libre et on guide peut-être les agents pour répondre au baromètre. D'où l'implication des encadrants aussi, dans les services. Et avant de prendre la question de madame Frédéric Bride, c'est on a pu observer, des organisations très avancées, hein, c'est-à-dire, on invite l'ensemble des agents dans une salle, hein, à un moment donné dans leur planning, on leur laisse 20 à 30 minutes parce que j'ai vu la réponse, hein, c'est entre 10 à 20 minutes effectivement, pour remplir le Q51 et donc on organise, vraiment des séances, de cette nature-là. Et c'est vrai que là, c'est une modalité qui, si elle est possible, autant la faire hein, aussi. C'est un temps collectif, c'est un événement. Alors Il y est-ce avait qu'il y a donc une d'autres main levée. questions? Il y avait une main levée, Oui, Nathalie. c'est par madame Bride, je Ah, crois, mais j'espère cette fois que le ça micro marche. fonctionne. Donc, merci. Juste, quelle est, selon vous, la durée enfin, d'étalement des questions? Je m'explique. Si on commence le baromètre, par exemple, le premier du mois, est-ce qu'il faut laisser une semaine, 15 jours, 3 semaines? Nous, on a déjà fait un baromètre social, et c'était pour ça que j'avais posé la question du PM. On a déjà fait un baromètre social du PNM qui a été étalé sur une durée assez longue. Le retour finalement a été assez bas. Et je ne voudrais pas, en lançant le baromètre du personnel médical, faire, si vous voulez, peut-être une erreur stratégique en mettant une durée trop longue ou trop courte. Donc, je voulais avoir votre avis sur le sujet. À ce jour, chez Pragma, on recommande à nos clients d'ouvrir le baromètre sur 3 semaines.
Et là, on le vit encore dans une structure structure industrielle qui interroge qu'une partie de sa population pour un questionnaire spécifique. Ils sont 150 à être consultés. On a laissé 3 semaines et au bout de 3 semaines, on est à 82% de participation. Ils ont décidé, et ça c'est l'idée aussi, de se donner au maximum une semaine supplémentaire. D'expérience, au-delà de 3 semaines plus une, il se passe rien, hein. Et d'expérience, ceux qui répondent très très vite, tout de suite, c'est les plus négatifs et les plus positifs. Ouais, c'est pour Euh, ça que et, et je me donc, disais qu'à la limite, peut-être même que 15 jours, c'était bien. après, ça dépend de ce que vous observez. Si vous atteignez déjà un taux de participation au bout de 15 jours, pourquoi pas? Mais l'idée, c'est qu'on s'aperçoit que ceux qui ne participent pas, c'est pas forcément qu'ils sont contre. Ça, c'est une croyance et elle n'est pas tout à fait juste. Ceux qui participent pas, il y a une infinité de raisons pour ne pas être j'ai oublié. Il y a ceux qui procrastinent, il y a ceux qui et donc, c'est des gens qui sont moins réactifs à la proposition qui est faite baromètre social. Et donc, c'est là que se joue finalement les relances, c'est là que se joue finalement l'accompagnement, notamment managérial, pour aller donner finalement envie d'y participer. Parce qu'il y en a aussi à quoi ça sert finalement tout ça. Et donc oui, 3 semaines pour moi, c'est 3 semaines plus une, c'est le maximum. Et si vous faites en moins, tant mieux, hein. Ça vous permet d'être encore plus réactif. L'autre élément, en termes de délai, Madame Bride, c'est que souvent, par le passé, on mettait quand même, pour éditer des résultats, on mettait plusieurs semaines, hein. Et donc, pour organiser le partage, on était parfois et c'était hyper néfaste. Mais quand on est à plus de 3 ou 4 mois après la consultation du personnel pour diffuser les résultats, pour moi, ça, c'est aussi un facteur qui n'est pas favorable. Grâce à la plateforme, vous pouvez aller très rapidement, finalement, dans l'analyse et les restitutions. Donc ça, c'est aussi un autre élément vraiment d'évolution hein, de la démarche. Quand Pragma est né, c'était quand même à la machine à écrire. Il fallait colorier les rapports. On n'était pas sur des délais aussi courts. Alors, il y a une autre question qui concerne l'utilisation des adresses mail portables. Quelle garantie en termes de RGPD? Ah, je suis contraint par la RGPD, mais je ne suis pas un spécialiste. Moi, ce que je retiens, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas de données individuelles hein, dans le questionnaire, ce qui est à peu près le cas, puisque la RGPD, en fait, s'applique différemment que si on a des données comme un dossier RH. Ça, c'est le premier élément de réponse que j'ai en tête. Le deuxième élément, c'est que les adresses mail, tout ça, c'est un tiers externe hein, qui les a. Et donc, vous n'avez aucune possibilité en tant qu'établissement à savoir qui a répondu quoi et à savoir qui a participé. Et ça, c'est vraiment hyper précieux. Donc, il y a pas de moyen en fait de faire un lien entre des répondants et les adresses mail. Et c'est pour ça aussi, la dernière précaution, c'est les fameux répondants de segments de moins de 10 répondants qui ne sont pas édités. Parce qu'on pourrait se dire, si je croise finalement le genre avec l'encadrement dans certains établissements et avec la filière, bah, je pourrais effectivement retrouver la seule personne qui est responsable du pôle X ou Y. Et donc ça, vous ne pourrez pas le diter. Donc c'est aussi une protection par rapport à ces éléments-là. Et dernier point, pour tout ce qui est portable, en fait, pour tout ce qui est accès en dehors de l'adresse mail, hein, vous aurez finalement un code, vous pourrez éditer sur la plateforme des codes d'accès qui permettent à chaque collaborateur, à chaque agent de saisir, qui n'aurait pas d'adresse mail, de saisir un code pour accéder au formulaire en ligne. J'ai reprécisé les éléments d'envoi des codes aux agents. Dans la réponse, effectivement, il y a 2 façons d'envoyer les codes aux agents. Soit s'ils ont une adresse mail professionnelle et nominative, ils peuvent recevoir leur code d'accès à la plateforme par mail. S'ils n'ont pas d'adresse mail, vous pouvez imprimer des codes
et chaque agent, du coup, et les remettre en main propre, hein, soit par l'intermédiaire des cadres, par l'intermédiaire des bulletins de salaire, peu importe. Et chaque agent, du coup, aura son propre code pour pouvoir répondre au questionnaire et accéder à la plateforme. Et s'il perd le code, vous pourrez régénérer un nouveau code pour cet agent sans difficulté. On poursuit du Il y avait coup sur... Il s'agit Pardon, d'un code Nathalie. unique. Oui, il s'agit d'un code unique, hein, par agent, hein. Oui, on peut même aller jusqu'à distribuer les codes uniques par agent, mais en fait, ils peuvent les échanger entre eux, Ouais. parce que ça, on l'a vu. La seule consigne, c'est qu'attendez, si vous échangez vos codes, échangez-les sans avoir commencé à répondre au questionnaire. Parce que si vous avez commencé à répondre au questionnaire et que vous échangez votre code, le petit copain va voir finalement ce que vous avez répondu dans le questionnaire. Puisque le questionnaire permet effectivement d'interrompre une réponse et de la reprendre là où je m'étais arrêté. Et il est préférable, s'ils s'échangent les codes, que ce soit des agents du même secteur géographique, de la même entité géographique pour des établissements qui sont en multisite. Oui, ça c'est préférable aussi, ouais. Puisqu'on a la restitution, alors d'ailleurs, c'était une question, je crois, qui a été posée au préalable. On a une restitution par site géographique. On n'a pas une restitution par service et par pôle, mais on a une restitution par site géographique qui est possible et par filière. C'est ça. Voilà. On poursuit du coup, parce que on Le est en temps timing, passe. mais c'est bon, hein. Ouais. Et donc, dans la plateforme, vous avez le Q51. Et ce qui a été aussi envisagé à sa création, c'est d'avoir des questionnaires complémentaires, hein, sur 4 sujets. Fonctionnement d'équipe, enquête flash sur finalement l'environnement immédiat de travail. Il y en a un autre juste après, Nathalie, qui porte Oui. sur tout ce qui est autour de conduite de projet, sa préparation et le bilan. Donc ça, c'est des questions qui sont thématiques, qui peuvent être aussi administrées à une partie, tout ou partie de répondants, puisque d'expérience, et vous le découvrirez dans un webinaire qui vous sera proposé sur la plateforme ultérieurement, mais la plateforme vous permet d'adresser finalement à un certain nombre de personnes un questionnaire. Voilà. Donc, c'est un intérêt aussi de cette plateforme, c'est que vous avez le Q51 qui est vraiment adressé QVT, baromètre social, qui a pour vocation à être administré à l'ensemble du personnel. Et puis, une autre proposition complémentaire, c'est les questionnaires complémentaires, qui a vocation à s'étoffer, hein. Très honnêtement, nous, on travaille aussi, parce que c'est des plateformes qu'on commence à utiliser, sur la sécurité, par exemple. Dans l'industrie, il y a tellement d'éléments contournant la sécurité que voilà, il y aura un questionnement de cette nature-là. Donc ça, c'est des questionnaires complémentaires et ensuite on bascule sur finalement tout ce qui est proposé, hein, je crois, par la NFH en complément de ce webinaire. Je remets la parole au centre. Merci beaucoup. Pour vous aider à lancer votre baromètre social en interne, on vous propose en complément de la plateforme dématérialisée des outils de communication, parce que vous avez posé la question justement de la communication auprès des agents et on sait que c'est un des éléments importants pour avoir un taux de participation important. Donc, on vous propose quelques outils de communication, notamment 4 affiches que vous voyez en tout petit là, mais 4 affiches que vous pouvez, personnaliser avec, l'en-tête de votre établissement, qui seront disponibles directement sur la plateforme, Baromètre social, je crois. En tout cas, si ça ne l'est pas, on pourra vous les envoyer, elles sont en PDF, modifiables. Vous allez pouvoir, faire des affiches pour, inviter les agents à participer à la démarche et puis ensuite on a créé 3 autres affiches, pour indiquer, le timing, hein, plus que quelques jours pour répondre, vous avez la parole et puis aussi en fin d'exercice pour remercier, les agents d'avoir, participé
à ce baromètre. Donc, c'est des choses qui ont été créées en complément, justement parce que vous l'avez soulevé, la stratégie de communication que vous allez monter en interne est importante pour recueillir un taux important de participation de vos agents. Ensuite, on vous aide aussi à analyser les résultats et donc Thierry en a parlé au préalable, mais pour analyser les résultats, il a effectivement été créé un guide pratique pour que vous puissiez comprendre les résultats du baromètre. C'est un guide qu'on pourra vous remettre dès la fin du webinaire. Le guide, en fait, vous permet d'analyser, d'avoir des éléments d'analyse sur le taux de participation des agents, d'avoir quelques éléments de lecture, question par question. Et puis, comme on vous l'a montré tout à l'heure, ça vous aide aussi à croiser certaines questions qui sont intéressantes. Justement, il y a des groupes de questions qui permettent de répondre plutôt à des axes d'analyse sur le contenu de travail, sur les relations au travail, sur la performance, le management. Donc, il y a des choses, il y a des croisements à faire au niveau des questions et le guide vous aide justement à faire cette analyse. Justement parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ce qui est important dans un baromètre, c'est certes d'analyser, mais souvent, on prend beaucoup de temps dans l'analyse et on oublie la dernière phase essentielle qui est celle de restituer et de partager. Donc, tout l'objectif pour nous, à travers la boîte à outils qu'on vous propose sur ce baromètre social, c'est de vous simplifier la vie sur la diffusion du questionnaire, la communication et l'analyse pour que vous puissiez vous centrer vraiment sur la restitution et le partage des résultats en interne. Alors, la slide suivante. Merci. Et vous attendiez justement cette dernière slide avec impatience parce que vous avez posé beaucoup de questions sur comment je peux récupérer mes codes d'accès. Donc, on l'a dit, on a une plateforme dématérialisée. Vous voyez l'adresse ici, mais si vous allez sur cette adresse-là, vous verrez que vous ne pourrez pas aller plus loin. Il faut qu'on puisse vous fournir des codes d'accès individuels. Dès que vous aurez accès à cette plateforme, vous aurez toute la latitude pour lancer votre baromètre social comme vous le souhaitez. Et vous pourrez voir de manière dans le contenu comment elle se présente. Pour que vous puissiez y avoir accès, alors la plateforme, hein, elle est bien évidemment, on a travaillé sur son ergonomie. Elle est intuitive, elle est assez facile d'utilisation. Elle garantit l'anonymat des réponses. Elle est conforme à toute la réglementation concernant la RGPD. Elle est accessible à la fois sur les smartphones, par tablette, sur PC, justement pour maximiser les possibilités de réponse par les agents. Et vous verrez que tout au long, quand vous allez lancer l'enquête, vous allez pouvoir voir au fil de l'enquête votre taux de participation. Et ce qui est intéressant sur cette plateforme, c'est qu'il y a une restitution qui est instantanée à la fois pour le répondant, et ça, c'est une réelle plus-value parce que c'est quand même assez satisfaisant d'avoir sa réponse en tant que participant à une enquête. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours et sur lequel on n'est pas toujours satisfait de ne pas l'avoir. Donc là, le répondant peut avoir directement les résultats de ses réponses. Et puis vous allez pouvoir avoir les résultats instantanés. C'est-à-dire que vous n'allez pas perdre du temps à analyser les résultats. Ils vous seront fournis sur les différents supports qu'on vous a présentés au préalable avec un guide d'analyse. Et donc, vous avez raison, Madame Durlakiewicz, pardon, votre nom est difficile. L'objectif, c'est bien de vous permettre de gagner du temps sur la restitution et l'écriture des plans d'action. Je suis complètement d'accord avec vous. De ce fait-là, au niveau pour y avoir accès, vous devez nous transmettre une lettre d'engagement parce qu'on a besoin de savoir, nous, de votre côté, qui va être le référent dans votre établissement
qui aura en charge d'administrer la plateforme, c'est-à-dire concrètement de lancer le baromètre social dans votre structure. Donc, on va vous envoyer à la fin du webinaire la lettre d'engagement au baromètre social où vous vous engagez à identifier en interne une personne qui sera référente du baromètre. Et du coup, qui va générer les codes pour les agents, qui va disposer du suivi du baromètre, qui va pouvoir ensuite télécharger le rapport. Donc, voilà, on a besoin de cette lettre d'engagement. Vous pouvez nous la retourner et donc c'est sur la slide suivante. Nathalie, merci. La slide d'avant. Donc, vous avez un accès par établissement. C'est pour ça que c'est important de nommer un référent et de nous donner son adresse mail. Nous, une fois que vous nous aurez renvoyé les coordonnées d'un référent, on lui enverra un code d'accès et il pourra du coup administrer les questionnaires et accéder à ces résultats. La slide suivante. J'en ai parlé, celui qui sera référent de la plateforme aura en charge son administration. Quand on parle d'administration de la plateforme, ça veut dire qu'il pourra personnaliser tous les courriers qui seront disponibles sur la plateforme. Il pourra aussi personnaliser la page d'accès à la plateforme pour qu'il y ait le logo de l'établissement. Il pourra générer les courriers, les mails, les codes d'accès, faire les relances, accéder aux différents suivis et au support technique, et notamment au guide d'analyse des résultats qui est aussi disponible sur la plateforme. Pour recevoir votre code d'accès, il suffit simplement de nous renvoyer la lettre d'engagement signée avec les coordonnées du référent, soit pour les établissements du Nord-Pas-de-Calais sur l'adresse générique Nord-Pas-de-Calais et pour les établissements de Picardie sur l'adresse générique de Picardie, et on vous ouvrira les accès. Ce qu'on a prévu aussi pour la suite, c'est justement de faire des petits temps d'échange, d'échange en visio avec les référents pour leur présenter l'utilisation de la plateforme. Donc vraiment pour rentrer dans les aspects plus techniques de navigation sur la plateforme. Mais comme on l'a dit, ce sera des temps d'échange assez courts puisque la plateforme est assez intuitive. Donc c'est simplement pour rassurer les référents dans l'utilisation de la plateforme. Alors, il y a une question pour rebondir sur comment lancer la campagne. Ce projet peut être inscrit dans le projet d'établissement éventuellement ou le projet social, ce qui permet une présentation dans les instances et une adhésion en amont ou tout au moins l'information. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la nécessité au préalable de présenter ce projet au sein des instances. Mais c'est vrai que si par ailleurs vous êtes en phase d'écriture de votre projet d'établissement ou de votre projet social, ça peut être l'occasion effectivement de l'inscrire dans ce projet institutionnel. Ça apporte un point important. Nathalie, on avait une question de Anne-Claude Griton. Pourrait-on envisager un D'accord. QR code pour faciliter la connexion au questionnaire? Je ne sais pas si c'est dans la version que vous avez, c'est disponible, mais je sais que techniquement, ce serait possible, mais il faudrait voir avec Soft Concept. Je suis quasiment sûre que c'est possible. C'est ça, hein? C'est déjà Effectivement, oui. disponible. Ouais. C'est déjà disponible. On peut générer soit un code d'accès ou soit un QR code sur la plateforme. Et C'est on vrai que les voit QR codes marchent de mieux en mieux. ouais. Et on voit avec les contributions que vous avez déjà sur votre territoire, de l'expérience partageable, hein, des bonnes pratiques. Donc, ça, c'est déjà bon signe. Alors, alors, il y a peut-être des questions. Il est 10h49, on est dans le timing. On peut échanger un peu si vous avez des questions sur le projet. Et s'il n'y en a pas, Nathalie, c'est peut-être le moment que chacun puisse partager finalement ce temps en webinaire, avec quoi il repart en fait. On peut poser la question aussi. On peut poser la question. Hein,
Et puis vous le partagez soit oralement, soit dans le chat, mais finalement, Mm. avec quoi je repars de cette présentation? Voilà, j'ai posé la question dans le chat. N'hésitez pas à répondre. En attendant les réponses au niveau des perspectives d'accompagnement, là, on vous a présenté l'axe baromètre social de notre accompagnement QVT. Vous verrez dans le lien que je vous ai transmis dans la conversation qu'on a une offre bien plus large sur la partie qualité de vie au travail, notamment un accompagnement à l'écriture, le pilotage des plans d'action. Donc, si vous lancez votre baromètre social et qu'ensuite vous avez besoin d'un accompagnement pour concevoir un plan d'action, le piloter, l'animer, on a aussi une offre de prestations sur ce plan-là, qui peut être la suite de votre projet baromètre social. Ok. Quand on dit en assurance collective, quand c'est fini, c'est fini. Nathalie, vous voulez dire un mot de conclusion avant de... Ah, ça y est, je trouve le théorie très intéressant. Pour être pertinent, le lancer avant la semaine de la QVCT, avant de réaliser les restitutions pendant cette semaine. Elle se Belle idée. déroule au mois de mai. À quelle période se déroule la semaine de la QVTC? En mai? En juin, d'accord. 19 au 23 juin. Donc, on a une perspective là, effectivement, intéressante, puisque entre mars et juin, bon, vous avez de la visibilité sur toute l'offre, hein, et puis le temps de réflexion qui vous permet effectivement de voir en interne comment ça peut s'inscrire dans votre souhait de démarche, hein, et dans quel cadre, effectivement, projet social de l'établissement, ça peut aussi être intégré. On avait une autre question à laquelle on n'a pas répondu, qui était celle, est-ce qu'on aura les résultats de son propre établissement ou est-ce qu'on aura aussi les résultats au niveau de la région? À ce stade, nos instances régionales n'ont pas validé le principe de lancer un baromètre régional. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait sur la plateforme disposer d'un baromètre régional si on vous contraignait à participer à ce projet baromètre social dans des délais. Dans ces cas-là, nous, en tant qu'ANFH, on dirait participer à notre baromètre régional et répondez à notre enquête sur une période donnée. C'est la première année que ce baromètre est lancé sur le territoire des Hauts-de-France et on a plutôt fait le choix sur cette première année de vous encourager à utiliser l'outil. Donc, vous aurez les résultats de votre établissement. On verra le niveau de participation des adhérents et peut-être qu'on pourra lancer un baromètre régional dans les années à venir, justement si on voit que c'est un outil qui est de plus en plus plébiscité par nos adhérents. Ou on pourrait imaginer, au terme des 6 mois, de consolider des résultats qui permettraient effectivement d'avoir un baromètre régional avec l'ensemble des établissements répondants sur la période de 6 mois à venir. Avec l'autorisation, bien évidemment, des établissements, hein, puisque le point de départ, c'est de donner l'indépendance des établissements dans leur période de lancement d'un baromètre social, hein, et de leur démarche, hein, sur l'ensemble des outils qui peuvent être proposés ou pas, que prendrait l'établissement ou pas, hein. L'important, ce que vous venez de rappeler, Nathalie, c'est que la propriété des données, baromètre social, est une propriété qui appartient aux établissements, à ceux qui organisent, hein. Et ensuite, cette propriété est déléguée à un prestataire pour la stocker, etc., etc. Mais chaque établissement est propriétaire de ces données. Donc, c'est important ce que vous dites que de toute façon, même s'il y a une consolidation au niveau régional, qui pourra se faire de manière anonyme, hein, certaines régions sont déjà dans cette logique-là. Ça permet d'avoir les résultats d'une région ou d'un territoire
par grande filière. Mais c'est vrai que ça demande effectivement l'autorisation de chacun des établissements à ce que ces données soient utilisées dans un regroupement. Parfait. Eh bien, je pense que de ce fait-là, on peut conclure. À l'issue du webinaire, on vous transmettra donc le questionnaire, le guide de lecture, la lettre d'engagement, le diaporama qui a été présenté ce matin. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de questions. Et Il y a le une main levée. replay, et le replay également. Et le replay de la visio qui vient de se dérouler. Il y a une main levée de direction. Oui. Si vous voulez prendre la parole. Oui, vous nous entendez? Oui. Oui, bonjour. C'est Stéphanie Gobier de... Bonjour. On se posait la question parce que nous, on serait intéressés, on a des EHPAD, hein, comme vous le savez, rattachés à notre CH. Est-ce qu'il est possible de lancer 2 campagnes de baromètre social à 2 périodes différentes pour qu'on puisse avoir vraiment le baromètre social de l'EHPAD et le baromètre social du CH? Quand vous dites les EHPAD, vous avez des EHPAD avec des entités juridiques autonomes, vous êtes en direction commune, et puis ensuite vous avez un EHPAD qui est au sein de l'établissement. Un EHPAD rattaché, c'est surtout pour celui-là que ça nous intéresse de distinguer un petit peu les deux. Dans ces cas-là, vous envoyez en fait, vous faites une première vague de baromètre où vous diffusez aux agents que vous ciblez, et puis une deuxième vague que vous diffusez aux autres agents que vous ciblez. Ça vous permettra d'avoir une analyse à l'échelle de votre établissement d'un côté et puis à l'échelle de votre EHPAD de l'autre. D'accord. Bah, on voulait juste savoir, c'est ça, si on pouvait faire 2 campagnes sur la même année. Donc ça nous confirme. Oui, Okay, oui. Alors, vous pouvez faire autant de campagnes, une fois que vous avez l'outil, autant de campagnes que vous voulez. Bah, parfait. Chouette. Impeccable. Merci. Parfait. Merci. Bon. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci pour votre participation qui était nombreuse ce matin. Et puis, à votre écoute pour la suite, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. fin de journée. Merci. À bientôt. Bonne fin de journée.